For Joanne, it began when she was just 12. In places like Rotherham and Rochdale, it found there was a reluctance among officers to police a part of Telford. Another girl had her tongue nailed to a table. These lads were waiting for them outside the school gate. Groomed, abused, and sold to men for sex. How on earth do you cover this story? Because it's the dream story for the far right. Bonjour à tous. C'est le scandale européen du XXIe siècle. Plusieurs dizaines de milliers de gamines violées par des gangs communautaires pakistanais pendant plus de 30 ans. Des réseaux de trafiquants sexuels recensés dans plus de 50 villes et villages à travers le Royaume-Uni, et le tout dans une impunité totale pendant plusieurs dizaines d'années. Alors, on va parler de policiers complices, on va parler d'administration qui protège au début mystérieusement un peu les violeurs, on va parler de gamines de la classe ouvrière blanche qui vont être mariées de force à leurs violeurs devant leur assistante sociale. Enfin bref, le sujet d'aujourd'hui est extrêmement brûlant. On va aujourd'hui aborder le terrible scandale au moment où vous regardez cette vidéo qui est en train d'éclater au grand jour grâce à Elon Musk, qui a repartagé, qui a relayé une information provenant d'activistes de la droite anglaise. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire 3 choses. La première, c'est que je remercie très chaleureusement le sponsor de cette vidéo qui m'a suivi dans le projet, malgré un sujet qui est, vous vous en doutez bien, éminemment tendancieux. Vous comprendrez très vite pourquoi. La seconde chose que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est sans doute la vidéo aujourd'hui qui m'a demandé le plus d'énergie mentale, de recherche, de croisement de sources et d'analyse personnelle. Vous n'allez pas être déçus. Par conséquent de quoi, ce que je vais vous dire est évidemment absolument terrible, mais surtout beaucoup d'informations. Donc, je vous ai mis l'ensemble des sources et des rapports que j'ai utilisés dans cette vidéo, évidemment, dans la description. Et surtout, j'ai chapitré cette vidéo pour qu'on s'y retrouve un peu mieux. Troisième élément et dernier élément, des passages que je vais dire dans cette vidéo sont hardcore. Ils sont vraiment très hardcore. Donc, quand c'est trop hardcore, quand c'est trop dur à entendre ou à lire, je vous mets le timecode pour que vous puissiez passer au point suivant. Mais avant tout, je t'invite à liker, à partager, à commenter et surtout, à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est super important pour le référencement. Je te laisse 5-10 secondes pour le faire. Vous êtes sur la chaîne de Georges et vous regardez l'enquête qui va évidemment faire parler d'elle, l'omerta des viols de masse en Grande-Bretagne. C'est parti. Dans cette vidéo, je vais vous dire la vérité. Et pour dire la vérité, il faut la connaître. Il faut se former à la vérité. Et quoi de mieux que de faire cette enquête en partenariat avec ceux qui forment notre génération, à savoir Idéochoc. Mais alors, qui est donc Idéochoc ? Idéochoc, c'est des résumés de livres extrêmement enrichissants pour votre culture générale, résumés dans des podcasts de 25 minutes. Parce que, je le sais, je vous connais, on a tous très peu de temps, on est tous à la même enseigne à ce niveau-là. On est occupé, on est toujours à vadrouiller, hop, à droite, à gauche, en l'occurrence, plus à droite qu'à gauche. Je parle pour ma communauté, je ne sais pas qui vous êtes. On passe notre temps dans les transports en commun, qui puent de la bite, ça parle fort, ça sent pas bon, enfin bref, c'est de la merde. Mais pourquoi ? Je vous le demande, pourquoi ne pas utiliser ce trajet pour aller au bureau et enrichir sa culture générale ? Et c'est exactement ce que vous propose Idéochoc, avec des dizaines, 67 si je ne m'abuse, podcasts déjà sur le site. Idéochoc te propose de découvrir ou redécouvrir des grands classiques de la littérature. Et pour ce mois de janvier, c'est pas rien, Idéochoc remet au goût du jour la très grande dynastie des Téméraires, fameuse dynastie bourguignonne qui fut très importante, je ne le savais pas, pour le royaume de France. Et franchement, vous sortez du métro en ayant en tête Charles le Téméraire, une espèce de badass de l'histoire de France devant l'Éternel, en conflit avec le roi de France, ça a clairement plus de gueule que l'aftermatch de Jérôme Rotten.
Alors vous le savez, moi, j'adore ce genre d'initiative, j'en parle souvent sur cette chaîne. La formation est au cœur de nos vies et le projet d'Idéochoc s'inscrit parfaitement dans ce que j'essaye à ma petite échelle de faire depuis bientôt 3 ans sur cette chaîne YouTube. Et je tiens à préciser qu'on ne parle pas d'une formation idéologique sur Idéochoc. Vous allez trouver plein d'ouvrages de droite, de gauche, des ouvrages de philosophie, des grands classiques de la littérature française, comme des essais extrêmement pointus. Tout le monde y trouve son bonheur. N'hésitez pas à faire un tour sur leur site, je vous mets toutes les informations en description et nous, on continue pour la vidéo. Unis dans les années 2000, précisément le 5 août 2000. Ce jour-là, on a ce qu'on pourrait appeler un petit drame local, qui s'apparente un peu à un fait divers, un incendie criminel de la maison d'une certaine Lucy Lowe, 16 ans. L'incendie va tuer évidemment Lucy, l'incendie va tuer l'enfant que portait Lucy, l'incendie va tuer la sœur de Lucy et la mère de Lucy, Hélène Linda. Le criminel, c'est Azhar Ali Mehmood, un chauffeur de taxi pakistanais. Alors pour le moment, l'affaire reste assez marginale. Marginale jusqu'au jour où on se rend compte que le chauffeur de taxi connaissait assez bien Lucy Lowe. Il la connaissait très bien puisqu'on découvre qu'il la violait régulièrement depuis plus de 2 ans. Et s'il l'avait menacée, c'est qu'elle annonçait qu'elle allait tout dévoiler dans la presse locale et non à la police. On verra pourquoi. Elle allait révéler au grand jour qu'elle avait été abusée par ce fameux Mehmood, chauffeur de taxi, et qu'elle avait été contrainte d'avorter plusieurs fois, puisqu'elle portait plusieurs enfants de ce Mehmood jusqu'à celui mort durant l'incendie. Et quand certains enquêteurs tombent sur cette affaire, ils sont sceptiques. On leur dit qu'il s'agit d'un conflit de voisinage, quelque part circulé, il n'y a rien à voir. Et sauf que non. Ah non. Pourquoi un homme aurait volontairement voulu tuer la mère de son enfant? Pourquoi cette volonté de ne laisser aucune trace? Quel est le profil de ce tueur? À quoi peut-on relier ce tueur? Et les enquêteurs, dans ces années 2000, ils commencent à recouper certaines affaires entre elles. Notamment certains faits divers de jeunes adolescentes blanches, voire fillettes blanches, dans la même ville, qui avaient été victimes d'un viol collectif. Des affaires qui, à l'époque, dans les années 90, n'avaient absolument pas fait parler d'elles. Et pour cause, on était extrêmement flou lorsqu'on racontait les affaires sur leur contexte. Les articles de presse décrivaient des femmes, non des mineurs, qui auraient été un peu forcées, un peu droguées en échange de rapports sexuels. Le fait divers de base, que tu lis quelque part juste là, entre le fromage et le dessert. On est à la fin des années 1990 et le plus surprenant qu'il y a dans ces affaires, c'est l'incroyable silence qui règne autour des agresseurs. On parle d'adultes, de manière très vague, ayant une emprise, on parle de réseaux potentiellement, on ne sait pas, très organisés, de victimes potentiellement identifiées au préalable, mais bon, rien n'est très clair. Et il y a quand même certains patterns, certains modus operandi qui reviennent même très souvent. Et pour l'instant, dans les années 2000, rien n'est très clair. La seule réponse des autorités à ce qu'on pense être à l'époque des jeunes prostituées volontaires, à l'instar de Lucy Lowe, c'est la création de l'organisation Risky Business, organisation mise en place dans la ville pour soutenir et faire de la sensibilisation sur l'exploitation sexuelle des jeunes Anglaises blanches. Retenez bien, je vous le demande, le nom de cette organisation, Risky Business. Jusqu'en 2002. En 2002, il y a une personne qui va commencer à s'interroger quelque part plus en profondeur sur ces apparents faits divers qui n'ont aucun lien entre eux. Cette personne, c'est l'avocate Adèle Weir. Elle est engagée dans les années 2000 comme officier de recherche et de développement par le conseil de Rotterdam pour un projet qui vise à faire la lumière sur la criminalité liée à la prostitution. En 2002, elle publie un rapport qui révèle l'existence à Rotterdam d'un vaste, très grand réseau d'exploitation sexuelle d'enfants et d'adolescents. Dans son rapport, elle détaille le nom des suspects, les numéros d'immatriculation des véhicules utilisés pour transporter filles, le modus operandi des violeurs et des pédophiles, les liens des suspects entre eux et avec des entreprises locales et des connexions de ces pédophiles-là de la ville de Rotterdam. Port un peu chelou. Et le rapport, il met en évidence
le rôle actif de la famille Hussein dans l'exploitation des jeunes filles. L'avocate, elle souligne que tous les pédophiles, tous, sont des Pakistanais. Donc là, théoriquement, on est sur un scandale de classe mondiale. Des jeunes filles britanniques prises dans un vaste réseau de prostitution forcée et de pédophilie révélé par une avocate qui est respectée dans la ville, ça doit faire du bruit. Sauf que non. Et en fait, à l'époque, ce rapport, il passe complètement sous les radars. Il fait absolument aucun bruit. La seule réaction que Adelweir reçoit, c'est celle des autorités anglaises qui lui disent d'arrêter de mentionner l'ethnie des criminels. Parce que, oui, grâce à l'organisation Risky Business, je vous en parlais tout à l'heure, Adelweir a pu mettre la main sur certains témoignages et des centaines de témoignages qui décrivent le même mode de fonctionnement atroce, la même dynamique, les mêmes pédophiles et les mêmes victimes. Et c'est la première chose que notre Adelweir, elle trouve chelou. Elle trouve très très chelou tout ça parce que les victimes expliquent qu'elles ont porté plainte, qu'elles sont allées voir les autorités et les services sociaux, mais que toutes ces structures, toutes, les ont renvoyées chez elles. Et Adelweir, elle se dit... c'est chelou. Chelou aussi, son ordinateur où étaient rassemblées les preuves de l'implication des Pakistanais, le témoignage des victimes, les preuves de l'inaction, voire pire de la police et des services sociaux, cet ordinateur-là, il est piraté et tous les fichiers sont supprimés. Alors on se dit c'est bizarre. Alors si les médias passent sous silence ce rapport, c'est pas le cas évidemment des victimes et de leurs familles, mais aussi de certains travailleurs sociaux. Parmi eux, on va avoir Jane Senior. Et Senior, elle bosse pour l'organisation Risky Business. Et elle continue de collecter et de recueillir des informations et des témoignages sur l'exploitation sexuelle dans la ville, mais aussi puisque ça commence à sortir, dans d'autres villes anglaises. Pareil, elle, notre Senior, mystérieusement, elle est bloquée dans sa hiérarchie. Alors on pourrait se dire que c'est foutu. Si malgré les victimes, malgré la barbarie des agressions, malgré certaines coupures de presse qui commencent à sortir, rien ne se passe, il n'y a pas de raison, objectivement, qu'on fasse la lumière sur ces affaires. Et oui, en 2003, c'est un peu la vie des victimes et même de certains travailleurs sociaux. Surtout que les affaires qu'ils traitent et qu'ils combinent remontent pour certaines aux années 80. Et on est en 2003, soit 23 ans après certains viols. Et là, il y a une meuf qui débarque. Cette meuf-là, c'est le professeur Angie Hill. Et Dr Hill, elle va pas lâcher l'affaire. Initialement, elle est mandatée pour comprendre l'explosion du trafic de drogue et de la prostitution dans Rotherham. En 2003, elle publie un rapport Sexual Exploitation, Drug Use and Drug Dealing. Current Situation in South Yorkshire. Dans ce rapport, au lieu de faire comme les journalistes, à savoir traiter chacune des dynamiques indépendamment les unes des autres, elle les lit. Et elle met le doigt sur un truc qui va changer le cours de cette histoire. Le rapport va identifier un nombre significatif de jeunes filles anglaises, blanches, de familles pauvres ou en difficulté sociale, qui ont connu, elles aussi, des viols de masse, de la pédophilie et de l'extorsion sexuelle forcée. Elle explique que ces enfants ne sont pas des prostituées, mais qu'elles sont prostituées par des adultes. Elles sont enlevées, prostituées, droguées et violées pendant des jours par des centaines d'hommes. Plusieurs victimes sont tombées enceintes, sont en dépression, voire parfois sont forcées à avorter et se mutilent. Et ce rapport de la docteure, il est explosif. Il est explosif puisqu'il met en lumière toute une organisation criminelle et des viols de masse. Viols de masse dont on ne connaît même pas l'ampleur à l'époque. Et vous voyez bien que dans ce rapport de 2003, tout le monde est mis en cause. Les autorités, les services sociaux, la police et les médias. Autant te dire qu'aucune de ces autorités n'a intérêt à médiatiser ce rapport. Et c'est exactement ce qui va se passer. Tout le monde va passer sous silence radar ce rapport de la Dr Hill et les médias vont continuer à traiter les affaires sous l'angle du fait divers, en dissimulant volontairement, je précise, l'aspect communautaire de masse et l'origine ethnique des pédophiles. Du côté politique, c'est le même son de cloche. La députée Anne Cryer soulève le sujet pour la première fois en 2004, mais évidemment, elle est traitée de raciste et reçoit des menaces de mort. There was a certain point when I felt like giving the whole thing up and just giving up on it because I was being called a racist. We must remember at all times that this is a minority, a tiny minority of the Pakistani community who are involved in these terrible cases. But I do feel that the Pakistani community as such could be more active in tracking down what's going on and trying to stop these young men behaving in this totally un-Islamic way. La même année, il y a un documentaire sur la chaîne Channel 4 sur les travailleurs sociaux de Bradford. Et dans ce documentaire-là, on aborde la question de la pédophilie
raciste sur des jeunes blanches par des Pakistanais. Ce documentaire, il est retiré des programmes après des pressions de groupes antiracistes. Donc on se dit que la Angie Hill n'est pas prête de faire émerger ce genre d'affaires. Mais la Angie Hill, ma Dr Hill, c'est pas du genre à abandonner la cause. Mars 2006, elle revient à la charge avec un deuxième rapport qui est, mais alors, beaucoup plus emmerdant pour les autorités que le premier. Dans ce rapport-là, que je vous mets évidemment, comme je vous le disais en introduction, dans la description, Hill explique que la situation s'est dégradée depuis 2003 avec une explosion du nombre de victimes de viols collectifs et avortements forcés. Ces victimes sont désormais menacées par des armes à feu lors de viols collectifs. Ces victimes sont connues et la famille des victimes est aussi connue par les pédophiles qui vont jusqu'à organiser, tenez-vous bien, des veilles pour repérer des fillettes dans leurs établissements. Les victimes sont parfois déplacées vers d'autres villes pour y être exploitées sexuellement, ce qui laisse entendre un trafic à l'échelle quasiment nationale, en tout cas régionale. Alors bien sûr, dans ce rapport de 2006, on est sans équivoque sur l'origine des agresseurs, tout comme on l'était en 2003. Mais ce rapport-là, il commence à émettre des hypothèses sur l'inaction des pouvoirs publics. Est-ce par corruption de certaines élites? Est-ce que c'est par participation de certaines élites dans ces viols collectifs? Est-ce que c'est par crainte d'un soulèvement? Ou est-ce que c'est par peur, tout simplement, d'être accusé de racisme? On va le voir. Et là, en 2006, pareil, silence absolu sur ces affaires, malgré des preuves parfois évidentes et des viols collectifs toujours signalés, quotidiennement signalés. Le docteur Hill commence à perdre espoir. Perd espoir jusqu'en 2010. En 2010, les choses bougent. C'est l'année où 5 hommes d'origine pakistanaise sont condamnés pour des faits de viol et de pédophilie sur des filles âgées de 12 à 16 ans. Les enquêtes révèlent alors que ces hommes n'agissent pas seuls et qu'ils sont membres d'un réseau très large, très bien organisé, impliqué dans l'exploitation sexuelle de plein de jeunes filles à Rotherham. Les victimes sont repérées, choisies et droguées pour 2 raisons, la couleur de leur peau, leur vulnérabilité et leur appartenance à la culture chrétienne. Les peines pour ces 5 bonhommes vont parfois jusqu'à plusieurs dizaines d'années d'emprisonnement. Et là, c'est un tournant. C'est un tournant parce que les verdicts sont publics. Et quand le juge dit qu'un homme est condamné pour être partie prenante d'un vaste réseau de pédocriminalité raciste, certains médias et certains citoyens commencent à se dire « Attends les copains, ils étaient pas que 5 dans ce vaste réseau de pédocriminalité. » Et je te parle pas de médias locaux ou politisés, je te parle de médias qui vont bientôt faire exploser l'affaire. Et là, il faut qu'on parle d'un gars. Andrew Norfolk. Alors là, vous vous dites, doucement Georges, sur les prénoms, on s'y perd. Sauf que ce Norfolk, il va faire passer cette histoire de viol de masse dans une autre sphère de médiatisation. Il se renseigne sur les condamnations de 2010 et il les met en parallèle avec les 2 autres rapports du Dr Hill. Et là, il commence, chez lui, à tirer les fils rouges. Parce que lui, le Norfolk, il a bossé au Yorkshire Post, donc il est pas loin. Et il se dit qu'un trafic massif d'exploitation et de viol collectif de gamines dans sa région, il n'a pas pu passer à côté, à moins qu'on lui ait volontairement dissimulé ses affaires. Norfolk, il commence son enquête en 2010. Et à partir de janvier 2011, il commence à publier une série d'articles qui détaillent l'ampleur et l'horreur des viols de Rotherham. Ces investigations l'amènent à révéler non pas la complaisance, mais la complicité des autorités locales, y compris de la police et des services sociaux. Dans ces articles, il explique que tous étaient parfaitement au courant, on verra comment, mais tous n'ont rien dit. Et cependant, plus de 10 ans. Il ne fait pas encore le lien avec les affaires des années 80. There was sexual activity with girls who were underage. Not entirely, but nearly always, the gangs are from the Mirpuri Pakistani community. And these 7 women were saying, it's not fair, we've told West Yorkshire Police about it, we've told social services about it, and no one will do anything. I mean, friends of mine in the Labour Party, they've known about it for years, and they never mentioned it to me. Et ces autorités-là n'ont rien dit uniquement par peur d'être accusées de racisme. Et là, les articles de Norfolk vont faire l'effet d'une onde de choc dans le pays. Déjà parce qu'on parle d'enlèvement, de viol collectif, d'avortement forcé, et ce, sur des gamines de 15 ans. Ensuite, parce que tous les pédophiles sont des Pakistanais. Ensuite, parce que les autorités sont, preuve à l'appui, mises en cause dans ces affaires-là. Et parce que les gens qui lisent ça, notamment dans les campagnes anglaises, se mettent à regarder dans leurs propres archives locales si jamais il n'y a pas eu une affaire similaire les 15-20 dernières années. Et c'est comme ça
par ces articles-là qu'on commence à comprendre qu'une autre ville a été victime de viols de masse sur des enfants et des adolescentes par des gangs de Pakistanais. C'est la ville de Telford, d'où était originaire la petite Lucy Lowe, dont je vous parlais en début de vidéo. Il racontera plus tard avoir été extrêmement réticent à l'idée de traiter le sujet par peur d'être accusé lui aussi de racisme. Il expliquera en 2014 à quel degré d'honnêteté peut-on traiter cette histoire, car c'est une histoire rêvée pour l'extrême droite. Pour ces articles, Andrew Norfolk sera récompensé par le prix Paul Foot. Grâce à l'article et grâce aux condamnations de 2010, les langues commencent à se délier. On commence à juger publiquement d'autres affaires similaires. En 2012, 9 hommes pakistanais et un afghan sont condamnés dans le cadre de l'affaire de Rockdale, ou Rochdale, pas comment on dit. Les victimes sont évidemment des filles blanches issues de milieux défavorisés. Les agresseurs sont reconnus coupables de séquestration, de harcèlement et de viol collectif. Ajoutez à ça le complot et la traite d'êtres humains. Là encore, des plaintes avaient été déposées à la police et aux services sociaux en 2008. Et ce qu'on comprend grâce à ce jugement dans l'affaire de Rockdale, qu'on n'avait jamais dit, en fait, jamais assumé publiquement, c'est que ces services sociaux et la police vont faire deux choses quand ils reçoivent les plaintes des victimes. Soit la police et les services sociaux vont tout simplement volontairement les ignorer, soit, j'ai envie de dire, encore pire, c'est que la police et les services sociaux vont changer certaines dépositions. Quand les parents d'une gamine venaient pour dénoncer un viol collectif, on réécrivait la déposition en expliquant que cet enfant de 12 ou 13 ans était consentante à son propre viol et que son histoire n'était pas très crédible ou alors qu'il s'agissait d'un témoignage d'une toxico. On va rentrer petit à petit dans l'horreur, comme si on n'y était pas déjà jusqu'alors. L'affaire se passe dans le nord-ouest de l'Angleterre et bientôt toute l'Angleterre se met un peu à en parler. Aussi parce qu'une policière de l'unité de la protection des mineurs, Margaret Oliver, démissionne à la suite des condamnations de Rockdale. Elle explique qu'on ne fait, je cite, qu'effleurer l'ampleur du trafic d'êtres humains. Dans l'enquête qu'elle a menée, elle identifie 16 enfants dont certains sont morts et 97 auteurs dont seulement 3 sont traduits en justice. Elle raconte que la hiérarchie était tellement incapable que pour identifier formellement des violeurs, on en était à faire des tests ADN du fœtus issu d'avortements forcés sur des gamines. C'est Maggie Oliver qui va participer au rapport Augusta, lancé en 2004 à la mort de Victoria Agolia, 15 ans, qui avait alerté les autorités qu'elle s'était faite violer plusieurs fois et droguée contre son gré. Les policiers et les travailleurs sociaux, de peur d'être accusés de racisme, avaient étouffé l'affaire et renvoyé la petite chez elle. Et la petite était morte d'une overdose 2 mois plus tard. Et c'est cette affaire-là, précisément, qui poussera Margaret Oliver à enquêter sur les viols collectifs, puis à participer activement à l'enquête qui amènera le procès de Rockdale. C'est pour ça que c'est un tournant, ce procès de Rockdale, c'est que les gens commencent à comprendre l'ampleur du phénomène. Donc quand elle démissionne, notre Maggie Oliver, c'est pas juste une policière qui démissionne, c'est une figure connue et reconnue dans ce genre d'affaires qui démissionne. Et c'est absolument pas anodin. Mais cette affaire de Rockdale va quand même permettre 2 avancées majeures, 2 avancées qu'on suspectait déjà, mais ça va les amener au grand jour. Alors jusqu'alors, on voulait voir dans le manque de prise en charge des victimes par la police et les autorités locales un manque de professionnalisme. Genre, une gamine qui se fait violer, je sais pas, tu prends sa déposition, mais t'oublies de la faire tamponner, tu renverses ton café dessus, bref, il y a des ratés partout. On va pas t'en vouloir. Là, ce qu'on comprend avec le travail de Maggie Oliver et les procès de Rockdale, c'est que c'est précisément l'inverse. Il y a eu une volonté explicite de modifier ou de faire disparaître des dépositions. Il y a eu entrave à la justice, donc quelque part, il y a eu complicité. Et cette entrave à la justice, j'y reviendrai tout à l'heure, est un mélange de pas de vague et de peur d'être accusé de racisme. La deuxième avancée notable dans le procès de Rockdale, c'est la médiatisation du terme grooming gang. Je vais faire une petite aparté sur ce concept de grooming gang, parce que ça veut dire quoi grooming gang? C'est le gang qui groom. Jusque-là, ça va. On n'est pas perdu et on se demande en quoi ce terme est problématique. Eh bien, il est problématique pour plusieurs raisons. Parce que le grooming, c'est un processus qui vise à manipuler psychologiquement une victime pour l'amener à faire ce qu'on veut. Sauf que étymologiquement et dans son usage, dans l'histoire du terme, le terme, il désigne uniquement une espèce de manipulation mentale et pas du tout ce qui s'ensuit.
il vient de groom, le valet, et en gros c'est de faire quelqu'un son valet. Compte tenu de ce que sont réellement les grooming gangs, c'est extrêmement euphémisant comme terme. Si on avait parlé à l'époque de ce que c'était vraiment, à savoir d'une traite raciale sur plus de 20 ans, ça n'aurait pas eu le même poids dans le débat public. C'est comme si vous voulez un exemple ou une analogie, c'est comme si on appelait un terroriste un militant brutal. Et quelque part, les médias qui, je le rappelle, étaient partie prenante dans la dissimulation des affaires au début des années 2000, ces mêmes médias vont populariser un terme qui minimise ces affaires-là. Et on comprend pourquoi. Ils ont tout intérêt à minimiser ce qui s'est passé. Bah oui, faut se mettre à leur place. Si t'as pas traité une entreprise de manipulation mentale sur 20 ans, c'est chiant mais c'est pas grave. Si t'es passé à côté du plus gros scandale de viol collectif et de traite humaine en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, t'as plus aucune crédibilité aux yeux des gens et aux yeux de la profession. Je ferme la parenthèse sur le concept du grooming gang. À partir du procès de Rockdale, la société anglaise, elle ouvre les yeux progressivement sur l'ampleur du crime qui a été commis sur son sol depuis 30 ans. En août 2014, le rapport Jay, très important ce rapport, révèle que 1400 enfants ont été exploités sexuellement entre 1997 et 2013 à Rotherham. Ce rapport n'est pas à l'initiative du gouvernement, mais c'est une réponse du gouvernement à la société civile qui réclame qu'on fasse la lumière sur ces abominations. Des activistes, des médias et familles des victimes, voire parfois les victimes elles-mêmes, accusent publiquement et nommément des conseillers municipaux et la police du South Yorkshire d'avoir ignoré ou modifié leurs plaintes. Et donc, de ce fait, devenant matériellement complices de viols de masse. Et c'est dans ce cadre-là qu'une experte en protection de l'enfance et ancienne directrice des services sociaux d'Écosse, Alexis Jay, est mandatée pour examiner les accusations de Rotherham. Alors assez rapidement, puisque vous le savez désormais, tout le monde est au courant globalement de ce qui s'est passé, Jay, elle publie son rapport. Elle publie un rapport de 158 pages d'enquête sur l'ampleur des abus. Alors là, je vais décrire les abus, je vais décrire les victimes, je vais parfois les citer, et je ferai pareil pour les agresseurs. Si vous voulez passer ce moment, ce que je comprends parfaitement, j'ai une daronne, j'ai des sœurs, j'ai des cousines, je vous mets le timecode de la suite de la vidéo. Entre 1997 et 2013, 1400 enfants, principalement des filles âgées de 11 à 16 ans, vont être victimes d'abus sexuels, de viols et d'avortements forcés. Les filles sont dans leur très grande majorité, dans leur écrasante majorité, issues de la classe ouvrière anglaise, avec un environnement social et familial relativement défaillant. Je cite le rapport. Le modus operandi est souvent le même. Les pédophiles et les violeurs les repèrent, souvent à l'aide de contacts ou via leur métier. Ce sont des restaurateurs, ce sont des conducteurs de taxi, comme celui qui avait fait brûler la maison de Lucido. Ils les flattent et ils font connaissance avec eux. Très vite, ils leur proposent de l'alcool, du crack ou de l'héroïne. Les fillettes et les adolescentes sont dans un engrenage infernal. Elles sont forcées de se prostituer face à des groupes d'hommes de 20 à 60 ans. Parfois, plusieurs dizaines d'hommes les violent en une seule journée, voire plusieurs centaines sur la semaine. Une des victimes de 11 ans a eu la fesse marquée au fer rouge, chauffée à blanc, pour y mettre les initiales de son nouveau propriétaire, M pour Mohamed. In these cases, one of the victims had the M, the letter M, inscribed with a burning hot iron mark on her bum, M, because she'd become the property of Mohammed. Another girl had her tongue nailed to a table. There's another court case now with 17 Muslim men who are in court for the prostitution and rape of young 12-year-old English white girls. Les victimes sont violées avec des couteaux. Parfois, on va leur clouer la langue à des tables pour éviter qu'elles ne se débattent. Concernant les agresseurs, je cite le rapport, 84% sont pakistanais. Ils recherchaient des fillettes blanches, nommément blanches, puisque cela leur permettait, selon eux, d'être en accord avec les principes de leur religion. La dimension religieuse est extrêmement importante dans ces viols de masse et beaucoup de ces agresseurs citeront le Coran lors de leur procès. On a des histoires de dingue, comme un policier du West Yorkshire, Amjad Dita, qui va être accusé d'avoir sexuellement attouché une adolescente en compagnie de 15 autres hommes entre 2006 et 2009. Alors ce qui peut un peu éclairer sur le fait que les policiers de la région sont restés assez silencieux ou complaisants avec ces viols de masse et en même temps, quand tu es toi-même un pédophile et un violeur, t'as pas nécessairement envie de faire avancer l'enquête sur ton propre viol. Les agresseurs proviennent souvent d'une région très précise au Pakistan, le Cachemire.
Ils sont membres du déobandisme, qui est un mouvement religieux, mouvement sunnite fondé en 1867 qui prône le retour à une lecture extrêmement littérale et rigoriste de l'islam. Certains experts voient dans ces agissements la traduction de ce mouvement religieux qui voit les ennemis de l'islam comme un peuple à soumettre par n'importe quel moyen, et le viol de masse en étant un parfait exemple, puisque c'est aussi des situations qu'on retrouve dans leur pays d'origine. Et ce rapport-là, le rapport Jay de 2014, il est accablant pour les autorités qui ont sciemment ignoré les plaintes massives des enfants de 1997 à 2013. Qu'on comprenne bien, pendant 16 ans, ce que sous-entend le rapport Jay, c'est que les plaintes ont été dissimulées, mais aussi qu'il y a eu des ordres de dissimulation, et des ordres d'en haut. Et je ne vous parle pas de dissimuler le fait que le fils d'un ministre aille se faire cuire le cul aux Seychelles. Je parle de plaintes qui mentionnent explicitement des viols collectifs, des enlèvements, des passages à tabac et la traite d'enfants d'une ville à l'autre. C'est les crimes qui sont, avec l'activité terroriste, les plus graves de la loi anglaise. Comme je vous le disais plus haut, le rapport met en évidence que des policiers ont volontairement fait passer des enfants de 11 ans comme des, je cite le rapport, comme des prostituées consentant librement à l'acte sexuel. 11 ans. Ils ont fait ça pour ne pas éveiller les soupçons. Les services sociaux et la police ont refusé de s'attaquer à ces affaires par peur de, je cite encore une fois, par peur d'être accusés de racisme et d'islamophobie. Cette peur, qui allait du policier de base à l'assistante sociale en passant par le conseiller municipal, a entraîné ce qu'on appellera une paralysie institutionnelle où les signalements pour des faits similaires étaient systématiquement ignorés ou non suivis d'action. Pour ce qui est des travailleurs sociaux, Jay, dans son rapport de 2014, montre qu'ils ont reçu pas 1, pas 2, pas 3, mais 35 rapports détaillés sur l'exploitation sexuelle d'enfants qui étaient à l'époque sous l'autorité de ces mêmes travailleurs sociaux. Et là, on va se poser un peu sur ce que je viens de dire. Je ne sais pas si on se rend compte du degré d'abomination. Dans cette ville, on avait des travailleurs sociaux qui savaient que des gamines de leur propre centre se faisaient déglinguer par 20 Pakistanais le week-end, mais qui ont protégé ces mêmes Pakistanais. Le tout facilité par ce que le rapport appelle un manque de communication interne, et c'est très peu de le dire, entre les différents services, de la police à la protection de l'enfance. Et ce rapport Jay de 2014, il ne se contente pas de dire que les policiers et les travailleurs sociaux sont en partie responsables. Il explique que par peur d'être accusés de racisme, ces travailleurs sociaux et ces policiers-là ont facilité l'exploitation sexuelle. Les pédophiles pakistanais, puisqu'ils étaient témoins de leur propre liberté d'agir, même pendant des flagrants délits, on y reviendra, ont été grisés. Et on se rend compte que dès que l'impunité est connue des pédophiles, donc dans les années 2006, on va avoir, tenez-vous bien, une explosion des agressions et des viols collectifs. Parce que les pédophiles et les violeurs prennent conscience qu'il ne leur arrivera rien. À la suite de ce rapport, les conséquences sont très lourdes. La couverture médiatique est massive et la colère monte dans toute la société anglaise. Le chef du conseil municipal, Roger Stone, est contraint à la démission. À partir de 2015 et à partir du rapport Jay de 2014, tout s'accélère. Cette année, l'activiste Tommy Robinson, fondateur de l'English Defence League, produit plein de reportages et de vidéos sur les grooming gangs, ce qui contribue à faire sortir ces scandales de la sphère locale, j'ai envie de dire. La même année, un autre événement a lieu, dont j'ai déjà parlé, c'est la nuit de Cologne, où on se rend compte, là aussi, que par crainte d'être accusé de racisme, des policiers et l'administration allemande a laissé, voire parfois favorisé, le viol de femmes allemandes durant le réveillon. L'activisme de Robinson et le rapport de Jay inspirent le think tank Killiam en 2017 qui publie un rapport appelé Group-Based Child Sexual Exploitation. Et en gros, c'est une gigantesque étude sur l'ensemble des viols de masse et sur la pédophilie liés à ces affaires. Le rapport vient confirmer ce qu'on savait déjà, que 84% des délinquants sont sud-asiatiques alors qu'ils ne sont que 7% de la population britannique. Et pendant tout ce temps, à Telfort, on commence à enquêter. On voit des scandales un peu partout et si un enquêteur met son nez là-dedans, s'il regarde un peu ce qui s'est passé à Telfort ces 20 dernières années, il va avoir à manger. Et c'est ce que vont faire les enquêteurs d'une Sunday Mirror en mars 2018, où ils vont révéler que depuis les années 80, 1000
enfants ont été victimes de viols collectifs, d'agressions sexuelles de groupe et d'exploitation sexuelle. Là encore, pareil, les autorités sont accusées d'avoir ignoré et modifié les plaintes et parfois même protégé sciemment les agresseurs. Les raisons sont toujours les mêmes, vous commencez à les connaître, c'est la crainte d'être accusé d'être raciste. Et on parle pas d'un truc qu'on se dit à la machine à café, genre attends 2 secondes, si t'as une gamine qui vient et qui te dit que je vais violer un viol collectif et tout, tu fais pas gaffe, tu lui donnes un cookie. Non, on parle d'une note interne qu'il y a eu à la police de Telford qui suggère que les relations sexuelles, y compris quand les victimes ont 11 ans, sont consenties, voire demandé et qu'il faut prouver le contraire, pour qu'on se rend compte un peu. Cette note interne de la police de Telford, explicitement, elle disait que si une gamine de 11 ou 12 ans arrive pour expliquer qu'elle vient de se faire violer ou que ses parents arrivent pour expliquer que leur gamine vient de se faire violer, c'était à la gamine d'apporter la preuve qu'elle venait de se faire violer collectivement. C'est comme ça qu'on traitera Becky Watson, victime d'un viol à 11 ans avant de mourir à 13 ans, ou Vicky Round, abusée par le même gang, addict au crack et qui mourra d'une overdose à 20 ans. Le Sunday Mirror, alors lui, tu ne lui parles pas d'accusation de racisme. Ah non. Dans son article, il révèle des anecdotes de fous furieux, corroborées par certaines victimes et certains membres de l'aide à l'enfance. Par exemple, tenez-vous bien, quand la police arrivait et prenait des violeurs en flagrant délit sur une gamine, qu'est-ce qui se passait à votre avis ? Et bien quand la police arrivait, elle embarquait la gamine pour ivresse et trouble à l'ordre public. On a aussi une histoire d'une mère qui va voir l'assistante sociale pour se plaindre que sa fille de 14 ans pleure et est mal aux parties intimes. Réaction de l'assistante sociale, la mère n'est pas capable d'accepter que sa fille grandisse. On raconte aussi plusieurs mariages à Bradford où des gamines sont mariées de force à leur violeur lors de mariages islamiques traditionnels. Alors déjà, ça c'est chiant. Quand t'es marié à ton propre violeur, t'as 13-14 ans, c'est chiant. Mais ces gamines sont mariées en présence de leur assistante sociale. Et l'assistante sociale s'en défendra plus tard en expliquant avoir tout fait ce qui était en son pouvoir pour que les parents de la gamine aient la garde de leur enfant et non le nouveau mari. Je ne sais pas si on se rend compte du degré d'abomination de cette histoire. Alors que l'affaire de Rockdale condamnait 9 Pakistanais, une autre affaire éclate qui en condamne cette fois-ci 20. Un gang de 20 bonhommes est condamné à Huddersfield pour des crimes d'exploitation sexuelle sur des jeunes filles blanches. C'est évidemment tous des Pakistanais qui ont fait ça dans le cadre de ce que vous connaissez maintenant, racolage, viol collectif, silence des autorités, protection des pédophiles par peur de racisme, bref, le pattern que j'exposais en début de vidéo. Et tout à l'heure, je vous parlais d'une policière, Margaret Oliver, aussi appelée Maggie Oliver. Et bien durant la période 2018 à 2024, avec Tommy Robinson, c'est sa fondation qui va s'occuper de la prise en charge, de l'écoute et de la gestion humaine des innombrables victimes des gangs pédophiles de Pakistanais. Parce que du côté de l'État, on soit très clair, on ne fait pas grand-chose. L'enquêteur Dan Hodge montre et prouve, preuve à l'appui, je vous mets tous les liens en description, que des fonctionnaires britanniques ont modifié le rapport du ministère de l'Intérieur de 2020 pour y enlever les éléments raciaux, y compris quand des explications racistes provenaient des violeurs et des pédophiles eux-mêmes. C'est-à-dire quand il disait « on l'a fait parce que cette gamine est blanche et d'ascendance chrétienne », il supprimait ça du rapport. Et grâce aux travaux d'associations de victimes, de journalistes indépendants ou même de la société civile, on a certaines estimations assez copieuses. Sky News révèle en 2022 que le Metropolitan Police Service, donc Scotland Yard, a refusé de traiter entre 70 et 90% des affaires liées au trafic d'êtres humains quand l'accusé était autre chose qu'un blanc. Posez-vous sur cette stat. Et là encore, des histoires connues de tous, notamment de la police, mais dissimulées par peur d'être accusé de racisme ou d'islamophobie. Tout à l'heure, je vous parlais du traitement médiatique de cette affaire-là. Cette idée qu'il fallait traiter les affaires indépendamment les unes des autres, il fallait fait diversifier chacun des viols collectifs. Genre, choc, waouh, une gamine violée par 2 bonhommes, incroyable. Je passe à autre chose. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Quand on traite une affaire sous l'angle du fait divers, on la présente comme inédit. On la présente comme un événement isolé, spécifique. C'est un cas unique. Résultat, le public qui lit cette affaire-là ne perçoit pas le schéma global ou la répétition structurelle des crimes. Par exemple, la presse locale ne mettra pas en perspective les viols collectifs et l'esclavage sexuel avant 15 ans. Ils ont fait perdre du temps, ces enculés. Ils ont sciemment préféré un traitement localisé, ville par ville, et ce faisant, ils ont fragmenté chacune des affaires en expliquant qu'il n'y avait absolument aucun lien
entre elles. Une fille a été violée par 15 gars, bam, clap de fin, on passe à l'actu foot. Parce qu'avant 2015, quand un politique ou un activiste tentait d'aborder un de ces sujets, on lui disait « Oh, t'abuses, il n'y a eu qu'une affaire, certes, elle a défrayé la chronique, mais ça reste qu'une affaire. » Précisément parce qu'elle avait été traitée de manière isolée, pour ne pas qu'on puisse en voir la traduction d'un problème bien plus global. Parce qu'on se serait rendu compte que les filles étaient toujours blanches, on se serait rendu compte que les agresseurs étaient toujours pakistanais et qu'il y avait un aspect religieux certain dans ces viols, qui avait souvent une volonté de nuire aux blancs parce que blancs. Et évidemment qu'il y avait une dissimulation des autorités par peur de racisme. Bref, que c'était systémique, qu'il y avait un système organisé autour de ces violeurs, autour de ces violés et autour du traitement médiatique de ces viols. Je dis ça parce que quand on va commencer à traiter le sujet de manière systémique, donc à partir de 2014-2015, on est 20 ans après le début de certains viols, de certains viols collectifs et de certaines prostitutions forcées. Sauf que ce que disent très bien certains activistes et ce que dit très bien Maggie Oliver, c'est qu'en fait, tout ce laps de temps-là, on l'a perdu. Parce que pendant ce laps de temps-là où on n'a pas mis en lien des affaires de viol collectif, on n'a pas su protéger des potentiels violés. Parce que si dans la ville d'à côté, tu vois qu'il y a un gang extrêmement nombreux, extrêmement puissant qui sévit, tu protèges plus tes gamins que si tu vois que dans cette même ville-là, il y a eu un fait divers. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, le fait de ne pas avoir systématisé l'analyse, ça a permis aux gangs de violeurs de violer encore plus et de manière encore plus brutale et encore plus systémique. Et pour pas qu'on reste sur des faits un peu lointains, très écrits et un peu impersonnels, on va raconter plusieurs histoires qui me semblent être symptomatiques de l'horreur qu'ont vécu des dizaines de milliers de jeunes anglaises blanches. Là encore, si vous voulez passer, je vous mets le timecode de la suite de la vidéo si vous voulez pas entendre certains détails sordides. Sarah raconte que les preuves contre ces violeurs ont été abandonnées parce qu'elles devaient apporter une preuve tangible de son viol. C'est ce qu'on appelle le burden of proof. Et pourtant, des preuves, elle en a, la Sarah. À 13 ans, elle a été violée par 150 darons en l'espace de 3 ans. Parfois, 10 à 11 personnes par jour. Et pour cause, elle a été vendue à un gang voisin. Ces violeurs expliquent vouloir baiser textuellement une pute blanche. Elle est violée sous la contrainte et enregistre les discussions avec son téléphone. Je vous mets l'extrait. Where have you been? You lose money for us. I'm sorry, I got into trouble where I live. Lots of men who sex with you asking for you. They want a white. I'm not a. Yes, you are a. He insisted she come immediately. You know what will happen if you don't. We put you in a van and beat you and take you to Hessel foreshore and burn you while awake, then bury you near water. Okay, I'll come. Good. Ces viols sont évidemment filmés et montrés aux victimes. L'une des vidéos où la jeune Sarah de 13 ans se fait violer s'appelle « Une jeune anglaise se fait baiser contre son gré ». Ce qui fait écho à une autre étude de Jordan Solicitors que j'ai pu analyser où les jeunes filles blanches de la classe ouvrière sont forcées de regarder des vidéos de viol, menacées d'être brûlées vives, aspergées d'essence pour les contraindre à avoir des rapports sexuels avec ces Pakistanais. Dans son livre Violated, Sarah Wilson explique l'intégralité de son parcours et met en cause plusieurs criminels. Et alors, ce qui est intéressant, vous me direz, c'est qu'elle aurait pu tout simplement porter plainte. Non. C'est que là, avec son livre, elle s'adresse directement au public. Et pourquoi elle s'adresse directement au public? C'est aussi et surtout que ces témoignages-là, elle les a donnés à la police et aux services sociaux, mais qu'elle n'a pas été entendue. Et que la seule manière d'être entendue, d'être audible, c'est de s'adresser directement aux Anglais via ce livre. Et pour être aussi extrêmement transparent sur la gestion interne de ces problèmes, je vais vous raconter une anecdote qui est selon moi le symbole de tous les problèmes qui vont être traités dans cette vidéo et plus généralement dans cette affaire. En 2008, face à l'ampleur du drame humain qui est en cours et que les gens commencent à comprendre, la protection de l'enfance se dit qu'il faut réagir. Ça y est, on va réagir. Trop c'est trop. Donc elle commande un film de sensibilisation. Vous voyez déjà qu'on est très très loin de ce qui était nécessaire. Mais bon, on peut se dire qu'il y a déjà une intention de bien faire. Elle commande un film de sensibilisation pour alerter les jeunes filles de ne pas tomber dans l'escarcelle de grooming gang. Sauf que le film a été censuré par les autorités. Et pourquoi il a été censuré? Parce que celui qui joue l'agresseur est d'origine pakistanaise. Donc pour sensibiliser un jeune public sur des viols de masse par des Pakistanais couverts par des autorités par peur d'être accusés de racisme, on censure un film qui met en scène un Pakistanais violant une jeune Anglaise, par peur
d'être accusé de racisme. Et toute la matrice, elle est là. Swaleh Braverman, dans un article qu'elle écrit pour The Spectator, dira, et je trouve que la formule est magique et résume parfaitement ce qu'on est en train de dire, oui, mais le problème, c'est qu'à ce moment-là de l'histoire, c'est la vérité qui est raciste. Alors, comment Elon Musk intervient dans cette affaire? Eh bien, en fait, ça fait depuis 2024 que Musk y suit avec intérêt l'actualité britannique. J'en avais parlé dans ma vidéo sur le sujet que vous avez sorti cet été. Donc au début, en août, il critique ouvertement le Premier ministre Keir Starmer. En décembre 2024, il annonce vouloir soutenir financièrement le parti Reform UK de Nigel Farage dans l'objectif de le faire passer, de le faire devenir, de l'aider à être Premier ministre. Mais c'est vraiment fin décembre, début janvier 2025, qu'il commence à mettre la main dans le tonneau de merde de cette histoire de pédocriminalité pakistanaise. Il parle alors du pire crime de masse de l'histoire de la Grande-Bretagne et soutient activement Tommy Robinson, la figure militante de la défense des victimes. Et Elon Musk commence à poster des témoignages de certaines agressions. Je vous mets les témoignages, très sincèrement, je vais pas les lire, ils sont abominables, je vous les mets, si vous voulez les lire, prenez le temps, si vous voulez pas, je comprendrai parfaitement. Il s'en prend, Elon Musk, à la ministre et à la députée chargée de la lutte contre les violences faites aux enfants, Jess Phillips. Je cite, « Pourquoi êtes-vous silencieuse sur l'exploitation des enfants dans votre propre pays ?» Musk explique que ces élites-là ont caché les scandales et que quand tu as caché des scandales, tu dois être traduit en justice pour inaction et échec moral. Alors, la décence voudrait que la ministre pour la protection de la jeunesse dans un pays qui a permis à ces drames d'exister se soit enterrée toute seule sur une île du Pacifique, mais non, elle a répondu, la Jess Phillips, elle a expliqué « Les victimes ont besoin de justice, pas de tweets populistes d'un milliardaire éloigné. » Je ne vais pas vous faire une analyse sur ce que dit Elon Musk, ni sur cette histoire d'ingérence, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais quand on vient d'aborder toutes les abominations qu'on a lu et que vous avez écouté, quand on sait ce qui s'est passé pendant 20 ans, ce que des dizaines de milliers d'enfants anglais ont subi, c'est pas un tweet de Musk qui doit choquer. Par ailleurs, c'est Elon Musk qui permet à cette affaire d'avoir la médiatisation qu'elle mérite. Et si un tweet d'Elon Musk fait plus de bruit et fait plus réagir que des dizaines de milliers d'enfants collectivement dans des chambres par des pédophiles pakistanais, c'est qu'on est déjà moralement et humainement mort. Tout simplement. Et enfin, je veux bien qu'on parle d'ingérence, parce que tout le monde a ce mot à la bouche en ce moment. L'ingérence, c'est s'occuper d'affaires qui sont théoriquement et politiquement du ressort de l'État central en question. Sauf que dans ces affaires d'exploitation sexuelle, c'est précisément ce que l'État n'a pas fait. Donc l'État britannique ne peut pas reprocher à Elon Musk de parler d'une affaire qui le concerne, puisque l'État britannique a délibérément mis sous le tapis cette affaire. Ils peuvent pas dire « les gars, c'est notre histoire, te mêle pas de ça ». Non les mecs, vous avez sciemment pas voulu que ce soit vos histoires. Avant qu'on aborde la question centrale de l'antiracisme, le fonctionnement de la peur, l'effet de groupe, le traitement criminel du fait divers et la pression médiatique, j'aimerais qu'on fasse un peu un bilan humain. Parce que faire un bilan humain, je trouve, ça va rendre ce que je vais dire après encore plus puissant. Vous allez comprendre pourquoi. On parle pas de faits isolés là. On parle d'un crime systémique qui rentre à tout point de vue dans un crime de guerre d'une envergure qui est sans précédent. Et c'est pour ça que je ne me suis pas focalisé, par ailleurs, sur une seule ou deux villes, parce qu'on parle souvent des viols de Rotherham ou Telford. En fait, non, Rotherham et Telford, c'est des viols qui ont été connus, mais il y a plein de municipalités. Il ne faut pas réduire ce scandale-là à ces deux villes. Rotherham, Telford, Rochdale, Oxford, Derby, Newcastle, Huddersfield, Bradford, Keighley, Halifax, Bristol, Aylesbury, Peterborough, Oldham, Banbury, Blackpool, et j'en passe. À chaque fois, c'est des centaines, voire plus de 1000 victimes. Au total, on connaît l'existence de gangs de grooming gang dans 27 municipalités, puisqu'ils ont été jugés ou observés. Je sais que c'est absurde d'observer des gangs de pédophiles, mais bon, c'est l'Angleterre. On a relevé des situations de viol collectif, de harcèlement humain et de traite humaine dans ces 27 municipalités. Et au niveau des chiffres, évidemment, on a les plaintes et les jugements des victimes, ce qui nous amène minimum à 3658 victimes. Minimum. Mais ce chiffre, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, pour avoir ces chiffres, il faut que les victimes parlent. Et vous le savez maintenant, quand on te dit que tes deux parents se feront crucifier ou brûler si tu parles, tu gardes en général le silence. En France, par exemple, 15% des victimes de viol déclarent avoir porté plainte. Donc, il faut déjà
passer ce cap d'aller porter plainte. Et sous la contrainte, on peut légitimement abaisser ce nombre à 10%. Ensuite, et c'est tout l'enjeu de ces plaintes, il faut qu'on comptabilise objectivement ces plaintes, qu'on les prenne en compte. Et c'est précisément ce qui n'a pas été fait puisque c'est le cœur du scandale. 70 à 90% des plaintes à Telfort ou Rotterdam ont été volontairement passées sous le silence. Donc ces deux paramètres essentiels qui montrent que ces 3658 victimes reconnues ne sont qu'une infime partie de l'iceberg. Le National Crime Agency et d'autres recherches académiques tablent sur plusieurs dizaines de milliers de victimes partout au Royaume-Uni. Les calculs qu'ont fait les rapports Jay, l'opération Augusta dont je parlais tout à l'heure et le think tank neutre politiquement sont terrifiants. En partant des victimes connues, on estime seulement que 10% des plaintes sont reçues et officiellement du coup ça nous amène déjà à 36 580 victimes. Mais si on estime légitimement qu'une gamine violée sur 2 n'a pas porté plainte par peur de représailles, ça signifie que les 36 000 victimes ne représentent que la moitié des cas réels, soit un total de 73 160 victimes environ. Et si la dissimulation persiste, une fois que la plainte est arrivée sur le bureau des autorités, on peut légitimement penser qu'au moins, grosso merdo, 25% des cas ont été volontairement dissimulés. Et là, 25%, c'est bien en deçà de ce que nous disent les rapports des ONG et des anciens policiers, ce qui nous amène à un chiffre qui est reconnu par les experts aujourd'hui en Angleterre de 97 000 victimes de viols collectifs. Et c'est une estimation basse, puisqu'on sous-entend que 10% des plaintes sont reçues, ce qui est probable, mais que 50% des fillettes sont allées porter plainte alors qu'elles sont directement menacées de mort avec leur famille et que 25% des cas sont dissimulés par l'administration. Or, les notes internes dans les commissariats et la pression des activistes antiracistes avait un poids bien plus lourd à l'époque. The Independent table, lui, sur un minimum de 76 204 victimes pour le Royaume-Uni. Dans une déclaration à la Chambre haute, Lord Pearson parle de 250 000 victimes. Alan Craig, le candidat UKIP à la mairie de Londres, parle lui d'un holocauste des enfants anglais. La députée de Rotterdam, Sarah Champion, parle de près d'1 million de victimes. Je précise que Sarah Champion est une députée de gauche, évidemment. Elle explique que ces viols collectifs sont légion, qu'ils perdurent encore aujourd'hui, et je la cite, qu'il y a encore des centaines de milliers de victimes d'exploitation sexuelle dans tout le pays, et je pense qu'il pourrait y en avoir jusqu'à 1 million, y compris en ce moment même où nous parlons. Des filles sont en train d'être soumises à la prostitution. Elle parle d'une catastrophe nationale sans précédent et on ne parle pas des morts indirectes ou directes causées par ces gangs de pédophiles et couverts évidemment eux aussi par antiracisme, par l'administration. Parce qu'on peut légitimement tabler sur 1 à 2% des gamines qui mourraient par overdose, d'une fausse couche ou en se suicidant et qui étaient, comme l'affaire dont je parlais en introduction, tués par leurs violeurs. Ce qui nous amène à une fourchette qui va de 1000 à 3000 morts en l'espace de 20 ans. Donc effectivement, cette affaire constitue le plus gros crime sexuel depuis la Seconde Guerre mondiale en Europe. Loin devant, même si c'est pas une compétition, c'est une compétition extrêmement glauque, loin devant les viols durant la guerre de Yougoslavie ou en Ukraine. La comparaison s'arrête là, je vois des comparaisons sur les réseaux sociaux, mais elle s'arrête là puisque ici on est sur un temps long de 20 à 25 ans, contrairement aux guerres qui sont extrêmement cadrées dans le temps. Maintenant, place à l'analyse. Alors, il y aurait énormément de choses à dire sur cette affaire, mais je vais essayer, la vidéo est déjà 1 heure, je vais essayer d'être concis. Ce qui est prouvé, ce qui est écrit et raconté, c'est que la motivation principale pour taire ces affaires-là, ça a été l'antiracisme, ou la peur d'être traité de raciste, ce qui revient globalement à la même chose, vous en conviendrez. Et on pourrait s'arrêter là, en expliquant que cette idéologie, de par son aspect totalitaire, est complice d'un crime de masse. On pourrait s'arrêter là, en expliquant que ceux qui menacent d'accuser ou qui vivent en accusant les autres de racistes ont du sang sur les mains jusqu'au coude, puisqu'ils ont entraîné en Angleterre des viols et une exploitation sexuelle de masse sur des enfants. Ils ont participé en créant un climat de peur à ces viols et à cette prostitution de masse. On pourrait dire ça, mais il faut qu'on aille plus loin. En sociologie, on utilise très souvent et à très mauvais escient le concept de continuum. Et je crois qu'il est parfaitement adapté à notre affaire aujourd'hui. Et doublement. Le continuum, il est défini comme un phénomène progressif dont on ne peut considérer une partie que par
abstraction. On part d'une idée apparemment positive, qui est de combattre le racisme, de promouvoir la diversité, et on aboutit à des viols de masse. C'est chelou quand même, c'est chelou, c'est radical. Ouais, mais non. C'est chelou si on ne voit pas qu'entre ces deux points, l'antiracisme est devenu une idéologie totalitaire. Progressivement, dans un premier continuum, tout ce qui remettait l'idée initiale en cause était interprété comme raciste. Donc, critiquer des problèmes spécifiques liés à certaines communautés, en l'occurrence pakistanaises, devenait impossible. Parce que ça allait être perçu comme une attaque contre l'ensemble d'un groupe. Ce qui n'a pas de sens, hein. Et c'est rappelé par Tommy Robinson, puisque énormément d'informations qui vont être collectées sur ces gangs de violeurs pakistanais ont été apportées par des filles d'origine pakistanaise et donc musulmanes qui avaient déjà subi au Royaume-Uni ou au Pakistan, grosso merdo, les mêmes attaques. Donc l'antiracisme devient progressivement une idéologie totalitaire. Et comme toute idéologie totalitaire, elle interdit aux individus de la questionner, de questionner un réel en contradiction avec son idéologie. Et c'est là qu'intervient un deuxième continuum qui est selon moi beaucoup plus pernicieux. Ça fait 2 semaines que je lis des rapports, des articles, de la documentation liée à cette affaire, et ce qui m'a le plus marqué, c'est quand on demande aux individus dans des petites administrations de campagne, quand on demande à des travailleurs sociaux ou quand on demande à des petits policiers, on leur demande pourquoi vous avez agi comme ça, et ils répondent, et c'est un peu un mélange d'égoïsme et de terreur. Eux, à leur échelle individuelle, ils n'ont pas conscience qu'avoir fermé l'œil sur une affaire ou une déposition, ça allait avoir un impact. Ils sont terrorisés par la pression sociale et institutionnelle et se disent que quelque part, le jeu n'en vaut pas la chandeleur. Sauf que si on additionne chaque renoncement individuel, chaque petit chantage moral sur ces individus, on aboutit à la plus grande affaire de pédocriminalité sexuelle depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc le premier continuum, c'est la métamorphose de l'antiracisme vers une idéologie totalitaire qui entraîne, que je vous disais tout à l'heure, un deuxième continuum, lui aussi très progressif, c'est que renoncement par renoncement, petit à petit, on obtient une paralysie collective, une complicité systémique des institutions et au final, le sacrifice de dizaines de milliers de gamines. Je vais le dire pour vous choquer un peu, mais je vais le dire extrêmement crûment pour que vous compreniez bien. Pour ces gens-là, l'accusation de racisme valait bien le viol collectif d'une gamine. Les conséquences sociales d'une accusation de racisme pour des agents, donc l'ostratisation des cercles sociaux, le risque de licenciement, la réputation, le petit confort individuel auquel on renonce quand on dit la vérité, tout ça valait bien le viol collectif d'une gamine par 12 Pakistanais. Et c'est exactement le même ressort que pour l'attentat au concert d'Ariana Grande en 2017, si je ne m'abuse, à Manchester, qui va tuer 22 personnes. En cause, un terroriste qu'un vigile avait refusé d'interpeller par peur d'être perçu par ses collègues comme raciste. Ou les autorités allemandes qui vont fermer les yeux puis minimiser les viols de masse lors de la nuit de Cologne en 2015. Deuxième point à aborder, ce sont les Pakistanais. Oui, ces gangs-là sont des Pakistanais. C'est des gangs pakistanais qui proviennent d'une culture qui est plus misogyne que la nôtre, qui est raciste envers les minorités, qui est très dure envers les femmes, bref, avec un fort taux de mariage d'enfants, de mariage forcé et des résolutions de viols ou d'agressions sexuelles proches du zéro absolu. Mais sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de gens reprocher à ces gangs pakistanais d'avoir fait ça. Et je pense qu'on se trompe un peu si on va sur cette voie-là. Je m'explique. Dans le concept de politique, Carl Schmitt fait une distinction fondamentale entre l'ami et l'ennemi. Le monde est composé d'amis et d'ennemis. Ça n'échappera à personne que ceux qui participent à un viol collectif de gamines pendant 30 ans sont des ennemis. Alors évidemment, il faut combattre ces ennemis, il faut protéger les innocents de ces ennemis. Certes, mais on ne peut pas reprocher aux ennemis d'avoir agi en ennemis, puisque c'est leur principe même. Ces gens-là sont en guerre contre nous et contre notre civilisation, et je le dis en toute objectivité. Et si j'emploie le terme de guerre, c'est à dessein. C'est parce que ces viols de masse et l'esclavage sexuel qu'ils ont pratiqué sur des gamines, c'est les symptômes de crimes de guerre. Ces crimes visent depuis la nuit des temps, depuis l'histoire de l'humanité, à soumettre une population et à terroriser l'environnement. C'est le préalable ou le corollaire d'une conquête. Et si on individualise trop cette affaire, on ne voit pas l'aspect collectif, on ne voit pas l'aspect territorial et guerrier de ces crimes-là. Donc, dans la chaîne de responsabilité, l'ennemi
est tout aussi responsable que celui qui nous fait vivre et cohabiter avec l'ennemi, celui qui le protège et celui qui, en l'occurrence, participe à un climat de terreur antiraciste qui nous empêche de nommer l'ennemi. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est la puissance, comme dirait Roff. Et cette puissance, elle est totale. L'omerta autour des viols collectifs en Grande-Bretagne a duré plus de 20 ans et elle a touché plusieurs générations de victimes, d'agresseurs et de professionnels. 20 ans, c'est quasiment une génération. C'est-à-dire que l'omerta a traversé le temps. Elle a traversé le temps et elle a infiltré tout le monde. Pour vous montrer que cette peur d'être accusée de raciste est puissante, il faut rappeler qu'elle a touché les travailleurs sociaux, qu'elle a touché la police, qu'elle a touché les administrateurs locaux, qu'elle a touché les médias. Bref, tout ce beau monde était animé par une seule et même peur. Et ça, le temps de l'omerta et la généralisation de l'omerta, c'est une preuve, excusez-moi, de l'omniprésence et de l'omnipotence de l'idéologie antiraciste qui dure et qui touche tout le monde. On est dans ce que Hannah Arendt appellerait, selon moi, un totalitarisme. Ça en a les caractéristiques. Elle dure dans le temps, malgré la vérité, et la peur qu'elle instigue touche tout le monde, et avec la même puissance. Parce qu'il faut être sacrément violente et puissante pour faire taire des gens censés sur le viol collectif de gamines. Et si l'idéologie a réussi à infiltrer aussi puissamment et aussi longtemps l'ensemble de la société anglaise, c'est qu'elle est le produit de la classe dominante occidentale. Et cette affaire-là opposait, si on peut se permettre le terme d'opposer, elle opposait des gens détestés par la classe dominante occidentale, à savoir la classe ouvrière blanche des villes moyennes, contre les protégés de la classe dominante, contre des Pakistanais et contre la diversité qu'ils représentaient. Donc quelque part, ces jeunes filles blanches n'avaient aucune chance. J'en arrive à mon dernier point. Question qui va vous paraître un peu absurde. Est-ce que ces viols de masse pourraient ou ont pu, sans qu'on le sache, arriver en France? Et ma réponse, c'est oui et non. Et je risque de me répéter avec la vidéo que j'avais faite sur les émeutes en Angleterre cet été. Les Anglais et les Français ont deux modes d'intégration radicalement différents. En fait, en Angleterre, il n'y a pas vraiment d'intégration. On parle de silo culturel. Les différents groupes vivent de manière, j'allais dire, parfaitement isolée et indépendante les unes des autres. Ça a deux conséquences très concrètes. La première, c'est qu'un Pakistanais qui vient en Angleterre, malgré lui, quelque part, il vit en Angleterre comme il vivait au Pakistan. Il a juste déplacé géographiquement son mode de vie. Et je vous fais pas un dessin sur le mode de vie au Pakistan, mais c'est différent. La deuxième conséquence, c'est la cohésion sociale. La cohésion sociale est moins développée puisque chaque individu vit dans sa propre communauté. Il vit sans n'avoir eu aucune interaction avec l'extérieur et avec les autres communautés, et donc il ne développe pas ce que Robert Putnam appelle l'empathie pour les autres communautés qui crée la cohésion sociale. Parce que, en fait, juste il connaît pas quoi. Il connaît pas l'autre communauté. Il va pas dans les mêmes écoles, il va dans des écoles communautaires au sein d'un quartier ethniquement et culturellement homogène qui reproduisent les dynamiques importées depuis le pays d'origine. Et en France, pendant très longtemps, on a pensé assimilation et identité commune. Les communautés vivaient ensemble jusque dans les années 90 et l'État restait l'interlocuteur majoritaire, l'État restait très centralisé, ce que Raymond Aron appelait une structure protectrice face aux dérives locales. Donc des gangs ethniques en autarcie totale, c'était un peu inimaginable pendant très longtemps en France. Sauf que depuis, l'archipélisation est passé par là. L'esprit communautaire américain et britannique est en train, je trouve, de s'immiscer dans l'esprit français et le mode de vie communautaire apparaît. Et il choque, mais il apparaît. Et s'il choque, c'est qu'on n'en est pas habitué, puisque je vous disais que c'est pas notre tradition, mais il est en train d'apparaître. Certains quartiers fonctionnent aujourd'hui comme des enclaves à Marseille ou en Seine-Saint-Denis, et ils pourraient déjà, au moment où on parle, avoir des dynamiques de prostitution de grande ampleur sans que quelque part on en soit conscience. Il n'y a qu'à voir la vidéo de Marie Saint-Filtre sur les femmes dans les banlieues pour voir que des dynamiques de prostitution plus ou moins contraintes, plus ou moins tolérées. Oh, il y a des culottes. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans les caves? Alors qu'est-ce qui se passe dans la cave? Bah rien, c'est des caves abandonnées là. Je sais pas pourquoi il y a une culotte là. Oh, t'en abuses, toi, je crois qu'il y a des viols ici, quoi. Bah, c'est déjà en cours, quoi. Et sans parler de réseaux exclusivement communautaires, comme on a eu, j'en avais parlé une fois dans une vidéo, des réseaux de prostitution nigérians, des réseaux de prostitution comoriens, des réseaux de prostitution à Marseille, à Nantes, à Lyon, ou des réseaux de proxénétisme aggravés en Seine-Saint-Denis. Donc on a un terreau fertile au niveau des violeurs et de l'ambiance de délitement de la cohésion sociale qui règne en France. Mais aussi parce que c'est le paramètre important dans cette affaire-là. Est-ce que l'administration en France, est-ce que les médias, est-ce que la police
pourraient couvrir ce genre d'affaires de viol collectif ou de proxénétisme forcé par peur d'être accusés de racisme. Parce que c'est tout l'enjeu, en vrai de vrai. Et la réponse, est-ce qu'en France on pourrait avoir ça? La réponse c'est malheureusement oui. L'être humain, il a une faculté naturelle à se conformer au groupe. On le sait depuis Stanley Milgram en 1961 et même depuis Salomon H. Parce que le désaccord avec le groupe nous expose à la solitude et donc à ce que notre cerveau perçoit comme une mise à mort. Et l'idéologie antiraciste en France, dont l'arme principale est la mise à mort sociale, que je connais extrêmement bien, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur la solitude, est bien plus puissante qu'on ne le croit. Parce qu'on baigne dedans depuis qu'on est tout petit, ce qui n'est pas le cas de tous les Anglais. En France, dès le primaire, on t'apprend que la diversité est une chance, on t'apprend que le racisme est le pire des crimes possibles, on t'apprend qu'on ne doit jamais s'opposer au multiculturalisme, et inconsciemment, dans nos publicités, quand on va sur Twitch, quand on va sur YouTube, quand on écoute Hugo Décrypte, quand on écoute les Squeezie, les artistes, les auteurs, les chanteurs, les médias, on est exposé à cette idéologie. Et même si on pense qu'elle ne nous atteint pas, je pense qu'on se trompe, très clairement. Par exemple, vous qui regardez cette vidéo, combien d'entre vous assument publiquement ce qu'ils pensent ou publiquement ce qu'ils ont voté? Combien d'entre vous sont à visage découvert vis-à-vis de leur véritable pensée politique? Je ne dis pas ça pour vous juger, mais parce que les dynamiques de peur et d'exclusion sociale, on y est tous confrontés. Combien d'entre nous seraient capables de taire un tout petit événement par peur d'être accusé de racisme? Regardez comment cette accusation de raciste a été aussi puissante pendant les élections législatives. Et attention, je ne dis pas que si quelqu'un vous dit « tu es raciste », il faut lui répondre que oui, ça n'a pas de sens. Il faut juste interroger l'interrogateur, parce que leur système rhétorique est extrêmement bien rodé. Ces journalistes définissent que le racisme est le crime suprême, pourquoi pas, mais ils définissent aussi en même temps qui est coupable du crime suprême. C'est comme si tu joues au Monopoly contre la banque, ou que tu fais un match de foot contre des arbitres. Tu acceptes les règles et le cadre défini par l'adversaire, donc tu perds forcément, à tous les coups. Donc on a le cadre de l'affaire des viols qui est en train d'arriver, un esprit un peu communautaire. Et on a un discours antiraciste qui terrorise tout le monde. Et concernant les médias, alors, quand on voit le traitement de l'affaire Harvey Weinstein ou de l'affaire Muriel Pénicaud, on se dit que parfois les médias attendent que l'affaire soit clean, à savoir que son traitement n'entraîne absolument aucune discrimination possible, si ce n'est contre la seule discrimination possible, à savoir les catholiques, les blancs et les français. Ils attendent de faire leur liste de checks, savoir si c'est possible d'en parler, avant d'en parler. Si la classe dominante occidentale avait voulu se saisir de l'affaire des viols de Telford ou de Rotherham, l'affaire aurait fait un bruit, on n'a pas idée. Statistiquement, c'est plus de 1000 fois plus de victimes que dans l'affaire de Weinstein. On parle de gamines et 90 000 fois plus de victimes que dans l'affaire Pénicaud. Et alors pourquoi? Pourquoi ce traitement différencié de l'actualité? Et la réponse elle est simple, c'est parce que l'actualité médiatique, c'est pas nous qui la faisons. C'est pas nous qui la faisons. Enfin, c'est en train de changer. Puisque la remédiatisation de cette affaire, si vous voyez une vidéo là-dessus, c'est justement parce que Elon Musk, à savoir un récit alternatif, a parlé de cette affaire. Et si cette vidéo fonctionne, on pourra dire que ceux qui font l'actualité médiatique, c'est pas forcément la classe dominante. Une des rares occurrences des viols de Telford et de Rotherham en France, ça va être le Nouvel Observateur qui va nous dire le scandale de pédophile de Telford fait le miel de la fachosphère. Donc là, on voit bien le problème. Là, on voit très bien le problème. Quand tu es témoin de cette affaire-là, de milliers de viols de mineurs par un gang de Pakistanais, et que ton premier réflexe, c'est de savoir à qui profite la médiatisation de cette affaire, c'est que tu fais partie du problème. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Excusez-moi, c'est la plus longue de ma chaîne, mais il fallait que je sois très détaillé pour pas qu'on me dise « oui, tu instrumentalises ou quoi ». Toutes les sources sont en description. Voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le référencement. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time!